Alors, la victoire du président Diomaye Faye au Sénégal est un grand soulagement. C'est vraiment un marqueur fort de l'Afrique qui s'éveille, qui se réveille, de l'Afrique qui a décidé de prendre son destin en main de manière souveraine et de manière radicalement différente des processus qu'on a vus depuis les années d'indépendance. Le président Sonko, le PASTEF et le président Bassirou ont mené une très belle campagne, ont construit un mouvement politique avec une orientation très précise, une orientation souverainiste. Au lendemain de leur victoire, la Françafrique et tout le système veut nous faire avaler l'idée que la victoire du président Bassirou Faye serait le fruit d'un processus très démocratique, comme pour dire, contrairement aux pays voisins où on a eu des putschs. Mais même au Sénégal, c'est presque un putsch, en réalité, un putsch populaire. Nous n'oublions pas la centaine de morts qu'il a fallu pour arriver à ce niveau. Nous n'oublions pas que le système a essayé d'écraser le peuple sénégalais. Les revendications, la parole du peuple a été muselée. Le parti a été dissous, Sonko en prison. Le système, même dans un ultime recours, a essayé même de reporter le scrutin. Il a fallu un conseil constitutionnel digne. Il a fallu un peuple sénégalais très engagé, qui n'a pas lâché, pour que le système finalement plie. Exactement comme au Mali, il y a eu par exemple des mouvements populaires très forts, parachevés par l'armée, pour mettre fin à un système qui écrase le Mali depuis les indépendances. Donc nous sommes dans une logique de rupture. L'élection de Diomaye Faye ne peut pas être perçue comme une alternance supplémentaire. Les alternances ne font pas la démocratie, sinon ça se saurait. Chez nous en Afrique, on a beaucoup de pays qui font des alternances, mais en réalité, pour alterner entre des dirigeants qui n'enlèvent rien au système, qui restent dans le système, qui prétendent faire des réformes, qui à la limite pour certains se vantent d'avoir fait quelques projets cosmétiques, gadgets clés en main dans la capitale, qui endettent davantage le pays, sans profondément aligner le pays et ses ressources propres et son peuple sur la dynamique de son bien-être collectif. Nous sommes heureux de cette victoire-là, de cette victoire supplémentaire en Afrique. Un autre pays africain qui visiblement s'embarque dans la voie souverainiste. Les attentes sont fortes. Je sais que ce n'est pas évident pour ceux qui arrivent au pouvoir au Sénégal. Vous savez que le Sénégal a historiquement un rôle central dans la Françafrique. Donc j'imagine, vous pouvez vous imaginer qu'il y a toute une classe politique qui s'est habituée à composer avec le système, toute une élite intellectuelle, traditionnelle, moulée dans un système avec lequel il faut rompre, toute une élite d'affaires qui est habituée à fonctionner dans un certain système. Cette élite-là ne va pas faciliter la tâche. Ils ont déjà commencé, vous voyez un peu des médias qui moquent un peu ce qu'ils appellent le principe de réalité, qui ferait que voilà, ce qu'on a pu promettre en campagne ne peut pas être fait parce qu'on va voir ce qu'on va voir, ainsi de suite. Je pense, j'espère que les jeunes qui arrivent aux affaires ont la poigne, sont déterminés. De toute façon, ils ont le peuple sénégalais derrière eux. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que même si historiquement le Sénégal a pu être au cœur de la Françafrique, le Sénégal c'est aussi le pays de Cheikh Anta Diop. Je pense que c'est le pays où les intellectuels ont pensé de manière la plus aiguë, la plus pointue, ce que peut être une revendication noire, une prospective, une perspective d'une Afrique noire. Cheikh Anta Diop, ce n'est pas seulement le scientifique, c'est aussi le politique. Et j'espère qu'il y a assez d'héritiers de Cheikh Anta Diop au Sénégal pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être, les leaders de l'Afrique nouvelle, dans une logique de rupture. On doit se débarrasser du franc CFA, on doit faire partie des bases militaires, on doit penser notre développement à partir de nos ressources. Il faut sortir de la trappe de l'endettement permanent en dollars et de ce qu'on appelle l'aide au développement, qui est un gros nuage de fumée qui coupe, qui entretient une élite, mais qui coupe nos populations à la base de la dynamique du progrès social. Bon vent au président Bassirou Diaye, bon vent à Alain Sonko, au PASTEF, bon vent à la jeunesse sénégalaise. C'est une victoire éclatante qui en appelle d'autres à travers l'Afrique. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est une rupture
C'est pas comme certains voudraient, à rebours, le narratif d'une élection qui se serait passée tranquillement, comme le fruit d'une démocratie qu'on veut exalter, alors même qu'on a tout fait pour casser la dynamique populaire portée par ceux qui ont gagné au Sénégal. Alors il faut saluer la qualité du scrutin. Le Sénégal a l'avantage sur beaucoup de pays d'Afrique d'avoir visiblement un système électoral fiable. On peut le comprendre, hein. Historiquement, les acteurs de la Françafrique n'avaient pas trop intérêt à faire un système électoral biaisé puisqu'ils comptent. Toute la classe politique généralement était acquise au système. On avait des candidats divergents, mais toujours sur des réformes qui préconisaient l'assainissement des mœurs publiques, ainsi de suite, mais jamais des candidats anti-système. Donc du coup, en fait, pour les colons, que ce soit l'un ou l'autre, c'était pareil. De toute façon, on a bien vu que les présidents alternaient au Sénégal et puis dès qu'ils quittaient le pouvoir, ils retournaient en France ou ailleurs, ils restaient rarement au Sénégal. Donc le système électoral est resté assez propre. Et puis il y a eu cette dignité des membres du Conseil constitutionnel qui ont permis d'accompagner et de faire que la volonté populaire prenne le dessus. Mais il ne s'agit pas d'un mouvement démocratique ordinaire, il s'agit bien d'une rupture systémique, comme a dit le président Diomaye Faye, parce qu'il faut casser avec cette démocratie d'antan qui n'en est pas, où chez nous où on crée les partis politiques plus facilement que les bars et où on a des centaines de partis politiques. Ça permet surtout aux colons de nous opposer les uns aux autres parce que les partis très rapidement ne réfléchissent pas sur le fond du développement. Ils sont en bataille pour s'incruster chacun dans le système en jouant ou sur la religion ou sur l'ennemi. Cette façon de faire de la politique, ça ne nous sert à rien. Quand bien même il y a alternance, ça ne sert à rien. Et puis c'est des alternances suggérées. Vous savez, dans le contexte d'avant, on était accro aux médias occidentaux, français notamment. Et donc, ils pouvaient manipuler, décider quel opposant va gagner, quel opposant va être plus en vue, ainsi de suite. Et de toute façon, même pour les financements, avec les ONG, avec ce qu'on appelle abusivement l'aide au développement, ils contrôlaient radicalement le système et la classe politique. Je pense que, et on le voit bien hein, dans les pays de l'AES notamment, ce qu'on appelle traditionnellement les partis politiques sont vent debout contre les réformes de fond. Parce que ils sont coupés, ils voient qu'ils vont être coupés du système qui les nourrit depuis longtemps. Alors que l'Afrique profonde veut justement mettre fin à ces systèmes-là. On ne peut pas faire des partis comme ça, juste appuyer sur les nids. On a des problèmes de fond en Afrique. Le peuple le sent bien. Il faut aller à la racine des problèmes. Si vous prenez un domaine comme l'éducation, dans certains quartiers de Dakar, on fait tous les jours autant d'enfants que l'effectif de toute une école. Donc, vous comprenez qu'en termes d'infrastructures, le modèle actuel, même de scolarisation, non seulement est inefficace pour appréhender les problèmes africains, sénégalais, avec les enjeux d'aujourd'hui, mais n'est même pas viable, n'est même pas possible. Donc, il va falloir questionner tout ça, se demander pourquoi l'enseignement technique, pourquoi l'enseignement général, est-ce que les cerveaux des gens sont techniques ou généraux? Je veux dire, on n'est pas dans des réformes. Il faut interroger fondamentalement comment est-ce qu'on va organiser la transmission de connaissances. Comment est-ce qu'on va capaciter les gens à être à la hauteur des enjeux de développement pour apporter l'eau, l'électricité, pour faire des routes, pour faire des infrastructures par nous-mêmes dans nos communautés. Et puis comment est-ce qu'avec une monnaie locale, on va pouvoir avoir des leviers forts pour faire vivre tout ça. Donc il y a des enjeux très pratiques qui demandent des réflexions très profondes qui ne sont pas à la portée de ce que nous appelons aujourd'hui les partis politiques, qui sont dans de la communication, qui gèrent l'immédiateté. Au pouvoir comme à l'opposition, ils sont intéressés par le buzz que tel ou tel peut faire, alors qu'il faut des réflexions profondes, alors qu'il faut mûrir et vraiment changer la donne dans tous les domaines. Il nous faut une conversation avec nous-mêmes sur notre identité et sur les valeurs, sur comment est-ce qu'on voit notre civilisation. Est-ce qu'on peut continuer l'urbanisation comme ça, qui en fait est un système qui profite aux colons? Il faut nous regrouper dans les villes pour faire prospérer la grande distribution qu'ils contrôlent. Nous devons repenser notre façon même de vivre, l'habitat, l'urbanisme, ainsi de suite. Réfléchir à comment est-ce que la transmission de connaissances se fait. Réfléchir à comment est-ce qu'on organise notre sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on organise notre sécurité tout court. À l'heure où les mêmes nous envoient des djihadistes
pour nous polluer la vie.